Les familles se rassemblent à Noël pour célébrer l'amour et la joie. Mais pour certains, la saison se transforme en cauchemar. Ces tueurs de sang-froid ont brisé les fêtes avec des crimes qui les hantent encore aujourd'hui. Une affaire impliquant Aziz Yazdan Pana a vu un homme transformer le matin festif de sa famille en une tragédie horrible. Vous ne croirez pas les détails glaçants. Plongeons-y. Les répartiteurs du bureau du shérif du comté de Kane reçoivent cet appel glaçant. Quelques secondes de ce qui ressemble à des cris « Oh, oh !» Et puis, le téléphone se coupe. La veille de Noël en 2007, une maison recouverte de neige à Carnation, Washington, aurait dû être remplie de la chaleur de la famille et de la joie des fêtes. Au lieu de cela, il est devenu le théâtre de l'un des meurtres familiaux les plus horribles des États-Unis. Histoire: Michelle Anderson et Joseph McEnroe. Un couple, alimenté par le ressentiment et la colère, a orchestré un massacre qui a coûté la vie à 6 membres de la famille de Michelle. 24 décembre. C'est la veille de Noël. Et pendant que la plupart des gens dans la petite ville de Carnation, Washington, s'affairent à accrocher leurs chaussettes avec soin, La famille Anderson avait prévu de passer des vacances tranquilles ensemble. Les parents de Michelle, Wayne et Judy Anderson, avaient ouvert leur maison pour accueillir leur fille et d'autres membres de la famille pour le dîner de Noël. Mais sous la surface festive, la tension bouillonnait. Michelle se sentait lésée par sa famille. Elle croyait qu'ils avaient été injustes envers elle, notamment en ce qui concerne un différend financier sur les paiements de loyer et le sentiment d'être exclue. Dans son esprit, ces griefs justifiaient un plan odieux pour les punir. Aux côtés de son petit ami, Joseph McEnroe, Michelle a pris la décision calculée d'exécuter sa famille, s'assurant qu'aucun témoin ne survivrait pour raconter l'histoire. Puis elle ne bougeait plus, alors je suis allé près d'elle, et je lui ai dit que j'étais désolé, et je lui ai tiré dans la tête. Le soir du 24 décembre, Michelle et Joseph sont arrivés chez ses parents sous le prétexte de célébrer Noël. Alors que ses parents les accueillaient, le couple a sorti des armes à feu et a tiré sur Wayne et Judy de sang-froid. Mais le meurtre ne s'est pas arrêté là. Le frère de Michelle, Scott, sa femme Eric et leurs 2 jeunes enfants, Sylvia, 5 ans, et Nathan, 3 ans, sont arrivés peu après. Le couple a tiré sans pitié sur Scott et Eric, éliminant d'abord les adultes. Puis, dans un acte de pure brutalité, ils ont braqué leurs armes sur les enfants. Les cris innocents des jeunes victimes n'ont rien fait pour ébranler leur détermination. McEnroe a blâmé sa petite amie, Michelle Anderson, pour les meurtres. Elle a dit que son frère lui devait de l'argent et a dit que sa famille était déterminée à les avoir. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'arrêter ça, Jill? Je ne peux même pas le dire maintenant. J'ai tout essayé. Joseph a ensuite admis que tuer les enfants était quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Mais il a suivi les ordres de Michelle. La scène macabre a laissé une communauté bouleversée et une famille anéantie. 911, il y a eu un meurtre. Il y a 3 personnes mortes que je peux voir en ce moment. Je viens d'arriver. Elle travaille avec moi. Que vois-tu? Il y a un bébé, un homme et une femme, et elle est ma meilleure amie. Les corps n'ont été découverts que 2 jours plus tard, lorsqu'un collègue de Judy s'est inquiété après qu'elle n'ait pas été présente au travail. Les autorités sont arrivées à la maison pour découvrir une scène de crime horrible qui défiait la compréhension. Les flics ont réalisé. Les meurtres horribles de 3 générations des Anderson ont été commis par Joe et Michelle. Michelle et Joseph ont été arrêtés peu après. Lors de l'interrogatoire, tous 2 ont avoué les meurtres, exposant les détails glaçants de leur plan. Alors que Michelle affirmait que sa famille lui avait fait du tort, son raisonnement ne faisait qu'accentuer l'absurdité du crime. Joseph a évité la peine de mort en acceptant un accord de plaidoyer en 2015, recevant une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, Michelle a refusé toutes les offres de plaidoyer. En 2016, elle a été jugée, où un jury a rejeté ses allégations de maladie mentale et l'a reconnue coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré aggravé. Elle, aussi, a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Joseph McEnroe avait l'air d'un vrai désastre. Désolé. Fortement médicamenté pour l'anxiété et la dépression, et parlant avec le fort handicap qu'il a depuis l'enfance, McEnroe était dispersé et avait parfois du mal à s'exprimer. Je suis désolé de l'avoir fait parce que je pensais que je devais le faire. Et oui, je sais que ce n'est pas une très bonne excuse, mais je n'essaie pas de me justifier. J'essaie juste d'expliquer mes actions. Dans la salle d'audience, l'ampleur même de la trahison de Michelle et Joseph pesait lourdement sur tous les présents. Les survivants et les amis de la famille Anderson ont eu du mal à retenir leurs larmes en évoquant des souvenirs de leurs proches.
La perte de 2 jeunes enfants aux côtés de 4 adultes était une tragédie insondable, qui a laissé une cicatrice durable sur la communauté. Le tueur condamné Joe McEnroe a craqué à la barre en décrivant le meurtre de la famille de sa petite amie. Cet accès de colère était la première fois que McEnroe montrait une quelconque émotion durant le procès de plus de 3 mois. Le manque de remords de Michelle était particulièrement troublant. Elle n'a montré aucune émotion visible tout au long du procès, même lorsque des preuves graphiques de ses crimes ont été présentées. Cette froide indifférence la dépeignait comme quelqu'un qui voyait sa famille non pas comme des personnes, mais comme des obstacles à éliminer. Pour les amis et voisins de la famille Anderson, la sentence a apporté une certaine forme de justice. Mais l'absence des victimes a laissé un vide irremplaçable. Surtout pendant les fêtes, une période censée rapprocher les familles, les meurtres de Carnation ont révélé une trahison familiale dévastatrice. Mais le cas suivant révèle un Noël entaché par la superstition. Un couple d'origine africaine a été reconnu coupable d'avoir torturé et tué un garçon de 15 ans lors d'un procès entaché de sorcellerie, de possession et d'exorcisme. Noël devrait être un moment de joie et de convivialité, mais en 2010, un rassemblement familial dans l'est de Londres s'est transformé en un cauchemar inimaginable. Christy Bamu, âgée de 15 ans, en visite chez sa sœur Magali et ses frères et sœurs, a été brutalement torturée et tuée dans un acte horrible qui découlait d'accusations de sorcellerie. Les événements qui se sont déroulés pendant cette fête étaient un rappel glaçant de la façon dont la peur et la superstition peuvent pousser les gens à commettre des crimes indicibles. Christy n'avait que 15 ans. Il a tout simplement été brutalement maltraité par sa propre sœur et son partenaire. Dans leur croyance, il était un sorcier et possédé. Christy et 4 de ses frères et sœurs ont voyagé de Paris pour passer Noël avec leur grande sœur, Magali Bamu, et son petit ami, Eric Bikubi. Ce qui aurait dû être une réunion joyeuse s'est rapidement transformé en terreur. Bikubi, consumé par la croyance que Christy était possédée par des esprits maléfiques, ils ont accusé l'adolescent de sorcellerie, une notion alimentée par des superstitions profondément ancrées. Pendant 5 jours qui ont précédé Noël, cela est devenu un tourbillon de torture. L'ambiance est devenue menaçante. Magali et son partenaire, Eric Bikubi, sont devenus convaincus que son frère Christy était possédé après qu'il ait mouillé son pantalon. La situation a dégénéré lorsque Christy a nié les accusations, ce qui a mis Bikubi en colère. Magali, au lieu de protéger son petit frère, a soutenu les délires de son petit ami. Au cours de 5 jours, Christy a subi des souffrances incessantes. Il a été attaqué avec des barres de métal, un marteau et d'autres objets. Ses cris résonnaient dans l'appartement, mais ils tombaient dans l'oreille d'un sourd. C'est Christy. Derrière, de chaque côté, se trouvent ses frères et sœurs. Et au milieu se trouve Magali, celle qui est à Londres, celle chez qui ils sont allés séjourner, celle qui accuserait plus tard les autres de sorcellerie, et celle qui aiderait à tuer son petit frère. Le jour de Noël, Christy était si faible à cause des attaques qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Dans un dernier acte cruel, les Cubis ont forcé l'adolescent à entrer dans une baignoire remplie d'eau froide pour le purifier des supposés esprits maléfiques. L'attaque incessante a continué jusqu'à ce que Christy succombe à ses blessures et se noie. Plus tard, en rassemblant des preuves dans l'appartement, ils ont trouvé, à côté d'un papillon taché de sang, une barre de métal. Il y avait une planche de bois, un bloc de couteau, un marteau, une paire de pinces et un sac noir de carreaux en céramique brisé taché de sang. Lorsque la police est arrivée sur la scène macabre, elle a découvert un appartement imbibé de sang et le corps sans vie de Christy. Ses frères et sœurs, également victimes de maltraitance, étaient traumatisés, mais vivants. L'ampleur des blessures de Christy, plus de 130 plaies, a même choqué des enquêteurs chevronnés. Christy était si mal battu et si faible qu'il a même demandé à mourir. Il s'est ensuite noyé lors d'un acte d'exorcisme dans la salle de bain le matin de Noël. Le procès a révélé des détails glaçants sur les derniers jours de Christy. Bikubi et Magali n'ont montré aucun remords, affirmant qu'ils croyaient que leurs actions étaient justifiées pour débarrasser Christy de sa supposée sorcellerie. Cependant, le tribunal a vu leurs actions pour ce qu'elles étaient, un meurtre de sang-froid, motivé par la déliquescence et la cruauté. Sa sœur aînée Magali est dans le box des accusés. Comme je l'ai dit, elle nie le meurtre, tout comme son partenaire, Eric Bikubi. Il nie le meurtre pour des raisons de responsabilité diminuées, bien qu'il admette avoir participé à cette attaque horrible sur ce garçon de 15 ans. Le jury a reconnu coupable Eric Bikubi et Magali Bamu du meurtre de Christy. Bikubi a été condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 30 ans, tandis que Magali a reçu la réclusion à perpétuité avec un minimum de 25 ans. Le juge a qualifié leurs actions de trahison de confiance et de crimes barbares qui défient toute compréhension.
Le procès choquant de la sœur et de son petit ami qui ont torturé et tué son frère de 15 ans après l'avoir accusé de sorcellerie a été reconnu coupable à l'Old Bailey hier, avant la sentence de lundi. Dans la salle d'audience, les parents de Christie étaient anéantis, leur chagrin presque insupportable, alors qu'ils écoutaient les détails de sa mort brutale. Le récit vivant de ces dernières heures, rempli de douleur et de cruauté inimaginables, a fait pleurer de nombreuses personnes présentes. Les frères et sœurs survivants de Christie s'accrochaient les uns aux autres pour se soutenir, essayant de donner un sens à cette tragédie. L'attitude froide et sans émotion de Magali a plongé le procès dans un profond chagrin. Elle n'a présenté aucune excuse, aucun signe de remords, et à peine elle a reconnu les procédures, alors que le poids de ses actions était mis à jour. Pour la famille, c'était un rappel dévastateur de la trahison ultime qui les avait privés d'un fils et d'un frère de la manière la plus horrible. Cette affaire a laissé une empreinte indélébile, mettant en lumière les horreurs qui peuvent découler de la superstition et des croyances incontrôlées, et une famille à jamais fracturée par une cruauté inimaginable. La mort de Christie a révélé les dangers de la superstition incontrôlée. Notre prochaine affaire concerne Bruce Jeffrey Pardo, déguisé en Père Noël, qui transforme la veille de Noël en une nuit de violence inimaginable, laissant une famille brisée. La police à Glendale, en Californie, a coordonné une zone autour d'un SUV loué par l'homme soupçonné d'avoir commis une rampage meurtrière la veille de Noël. Ils ont utilisé un robot télécommandé pour inspecter le Toyota RAV4 loué par Bruce Pardo. La veille de Noël 2008 a commencé comme une joyeuse célébration dans la petite ville de Covina, en Californie. La famille Ortega s'est réunie chez elle, partageant rire et chaleur. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, leur rassemblement festif s'est transformé en un sentiment d'horreur inimaginable. Bruce Jeffrey Pardo, vêtu d'un costume de Père Noël, est arrivé sans invitation, portant un paquet emballé qui dissimulait un lance-flamme fait maison, et ses intentions étaient loin d'être joyeuses. La scène est ce soir des témoignages de première main de terreur, de chaos et de carnage lors d'une veille de Noël en Californie du Sud. La terreur cède lentement la place, maintenant à l'incrédulité et à la tristesse. Pardo, un homme de 45 ans, avait lutté contre la colère et le ressentiment après un divorce amer avec son ex-femme, Sylvia Ortega. La séparation l'avait laissé émotionnellement brisé et financièrement en difficulté. Sylvia avait obtenu une pension alimentaire, et Pardo devenait de plus en plus amer, la blâmant, elle et sa famille, pour ses difficultés. Sa colère a enflé jusqu'à atteindre un point de non-retour. L'homme, déguisé en Père Noël, s'est armé de 4 pistolets et d'un lance-flamme fait maison, a piégé des voitures, puis a décidé d'apporter une vengeance enflammée à la famille qu'on dit qu'il avait autrefois aimée. Cette veille de Noël, Pardo est arrivé chez les Ortega, sachant que Sylvia et sa famille allaient célébrer ensemble. Derrière le déguisement jovial du Père Noël, il cachait des armes et un plan de vengeance. Personne à la fête ne se doutait que l'homme qu'ils accueillaient était sur le point de libérer une terreur inimaginable. On entend des cris frénétiques de détresse venant de l'intérieur de cette maison. Voici les transcriptions de l'appel au 911. Il tire. 2 douzaines de personnes sont à une fête de Noël, quand un homme déguisé en Père Noël se met à faire des ravages. Vers 23h30, Pardo a frappé à la porte de la famille Ortega. Lorsqu'une fillette de 8 ans a ouvert la porte, il a immédiatement sorti un pistolet et lui a tiré dans le visage. Le chaos a éclaté, alors que les invités à la fête criaient et tentèrent de fuir. Pardo a commencé à tirer sans discernement, tuant 9 personnes, y compris Sylvia et ses parents. Certains se cachent sous les meubles, d'autres sautent par les fenêtres pour s'échapper. Puis il sort un bidon de carburant de course, déguisé en paquet de fête. Après avoir vidé ses armes, Pardo a déballé son lance-flamme fait maison, pulvérisant de l'essence dans toute la maison avant de l'embraser. Les flammes engloutissent la maison, la laissant en ruine. Les survivants ont à peine échappé à la mort, certains sautant par les fenêtres du 2e étage pour éviter les flammes. Le feu était si intense qu'il a fallu plus de 80 pompiers pour l'éteindre. Pardo est également gravement brûlé. Il a subi des brûlures au 3e degré sur les 2 bras. Il semble également que le costume de Père Noël qu'il portait est fondu sur son corps. Pardo a fui les lieux, conduisant jusqu'à la maison de son frère à Sylmar, à environ 30 miles de là. Mais son plan d'évasion s'est effondré. Lors de l'attaque, il s'est accidentellement brûlé avec un lance-flamme, provoquant de graves brûlures au 3e degré. Réalisant qu'il ne pouvait pas fuir dans son état, Pardo a braqué une arme sur lui-même, mettant fin à ses jours. Il avait l'intention de commettre ce crime puis de fuir le pays. Ce qu'il semble, c'est qu'il n'avait pas prévu de se blesser à un point tel qu'il a évidemment mis fin à ses jours. La police a ensuite découvert un arsenal glaçant dans la voiture de Pardo, comprenant des pistolets, des munitions et des fournitures pour fabriquer des explosifs supplémentaires.
Les enquêteurs ont reconstitué ses plans et ses motivations, révélant un homme consumé par la rage, la jalousie et le désespoir. Une famille anéantie par un homme sans antécédent de violence, que la police dit avoir planifié son attaque dans les moindres détails. Les conséquences ont laissé toute une communauté en deuil. Les survivants ont décrit les événements horribles avec un détail déchirant, leur voix tremblante en racontant la terreur qu'ils ont endurée. La famille Ortega a perdu 3 générations cette nuit-là, leur maison réduite en cendres, et leurs vacances à jamais marquées par la tragédie. Carol Sanchez, elle sortait avec Pardo quand ils étaient adolescents. Ce n'est jamais comme ça? Je suis choquée. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait faire quelque chose à une famille. Je suis juste dévastée. Quant à Pardo, sa mort a laissé de nombreuses questions sans réponse. Alors que certains voyaient son dernier acte comme un moyen d'éviter de faire face à la justice, d'autres estimèrent que cela privait les familles des victimes de la possibilité de l'affronter devant le tribunal. L'image d'un tueur en costume de Père Noël a laissé une impression troublante sur la nation, un rappel sinistre que les fêtes ne sont pas à l'abri des actes de violence. Le massacre de Covina a été dévastateur, mais notre prochain cas est choquant de proximité. En 2024, Taleb Al-Abdul Masin a transformé un marché de Noël festif en chaos, fauchant des centaines de personnes avec sa voiture, laissant la dévastation sur son passage. Et nous commençons par une horreur de vacances à l'étranger. Une voiture fonçant dans des foules de personnes lors d'un marché de Noël dans le nord-est de l'Allemagne, tuant au moins 2 personnes et blessant plus de 60 autres. Le marché de Noël de Magdebourg. Une tradition de vacances chérie en Allemagne était animée de vie le 21 décembre 2024. Les familles se promenaient à travers les stands, profitant des friandises festives, des lumières scintillantes et de la chaleur de la saison. Mais la joie s'est transformée en horreur en un instant, lorsqu'une berline argentée a foncé dans la foule, transformant la scène festive en un chaos tragique. Les responsables soupçonnent qu'il s'agissait d'une attaque délibérée et ils traitent l'incident comme un acte de terrorisme. Une réponse massive de la police, des travailleurs d'urgence et des ambulances. La voiture roulant à grande vitesse, fauchant des gens. Le conducteur Taleb Al-Abdul Masin, un homme de 50 ans, a mené l'attaque, avec une précision calculée. Des rapports ont révélé que Taleb était sur le radar des autorités pour avoir des croyances extrémistes, mais aucune menace immédiate n'avait été signalée. En ce jour sombre, il a agi selon son idéologie glaçante, utilisant une voiture comme arme contre des innocents qui célébrèrent les fêtes. Confusion. Chaos. Il y a des passants qui s'occupent des blessés au sol. Ce qui ressemble à des enfants qui pleurent. Alors que le véhicule défonçait le marché bondé, les stands en bois s'effondraient, les décorations se brisaient et des cris résonnèrent dans l'air. Les témoins ont décrit une scène de totale dévastation, avec des gens se précipitant pour tirer leurs proches hors de danger. Tragiquement, 7 vies ont été perdues, y compris celle d'un garçon de 7 ans et de sa grand-mère, qui étaient en visite de l'extérieur. Des dizaines d'autres ont été blessés, certains avec des blessures qui changent la vie. Nouvelles images du suspect, maintenant en garde à vue, étant emmené par la police. Il serait un médecin de 50 ans originaire d'Arabie Saoudite qui avait vécu en Allemagne pendant 18 ans. Après avoir percuté une barrière en béton, Taleb a tenté de fuir à pied, mais des policiers réactifs et des passants courageux ont réussi à le plaquer au sol et à le maîtriser. À l'intérieur de la voiture, les enquêteurs ont trouvé un manifeste rempli de rhétorique extrémiste et de plans détaillés pour d'autres violences. Il était clair que ce n'était pas un acte aléatoire, mais une attaque soigneusement orchestrée, visant à répandre la terreur pendant une période de joie. Aujourd'hui, une ville allemande est en deuil après ce qui devait être une soirée de festivités, qui s'est terminée par des scènes d'horreur absolues. D'autres enquêtes ont révélé ses liens avec des groupes en ligne radicalisés, et il est apparu qu'il avait été inspiré par des attaques similaires à travers l'Europe. Les révélations ont laissé beaucoup de gens se demander comment quelqu'un déjà sous suspicion a pu commettre un acte aussi horrible sans être contrôlé. Un homme est apparu devant le tribunal en Allemagne, accusé de 5 chefs d'accusation de meurtre et de chefs d'accusation de tentative de meurtre. L'attaque de vendredi sur un marché de Noël dans la ville de Magdebourg. Taleb a été accusé de plusieurs chefs d'accusation de meurtre, de tentative de meurtre et d'actes de terrorisme. Son procès est devenu un point central des débats sur les échecs en matière de sécurité et l'équilibre entre les libertés personnelles et la sécurité publique. Les procureurs ont souligné le caractère calculé de ses actions, le présentant comme un individu sans remords qui cherchait à briser des vies pendant l'une des périodes les plus appréciées de l'année. Après un procès rapide, Taleb a reçu la peine maximale, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence a apporté un certain sentiment de justice aux familles en deuil, mais aucune punition ne pouvait inverser la dévastation causée ce jour-là. Son ancien compte raconte l'histoire d'un homme qui a renoncé à sa foi.
publiant régulièrement des opinions anti-islam, critiquant le gouvernement allemand pour ce qu'il appelle une répression des critiques de l'islam. La salle d'audience était remplie d'émotions brutes, alors que des survivants et des familles des victimes racontaient leurs expériences éprouvantes. Une mère qui avait perdu son enfant a parlé de la douleur inimaginable d'avoir les fêtes à jamais liées à la tragédie. Beaucoup pleuraient ouvertement, leur voix se brisant alors qu'ils décrivaient les vies qui avaient été déchirées en quelques secondes. Pendant ce temps, Taleb était assis, froid et sans émotion, refusant de reconnaître la souffrance qu'il avait causée. Son absence de remords était un rappel glaçant de la haine qui avait alimenté ses actions. Pour beaucoup de personnes présentes, son indifférence était presque aussi dévastatrice que le crime lui-même. Noël se sent très différent ici maintenant. Les stands ne rouvriront pas. L'accent s'est plutôt porté sur le souvenir des victimes, l'aide aux survivants et sur la nécessité de s'assurer qu'une tragédie comme celle-ci. Cet acte horrible n'a pas seulement coûté des vies. Cela a laissé toute une communauté bouleversée, transformant un symbole de joie festive en un rappel sombre de la rapidité avec laquelle la joie peut se transformer en chagrin. La tragédie du marché de Noël de Magnaborg a laissé une communauté en deuil. Mais notre prochain cas nous emmène au Texas, où Aziz Yazdanpana, déguisé en Père Noël, a commis un acte impensable qui a brisé toute une famille le matin de Noël. Le matin de Noël en 2011, dans la paisible ville de Grapevine, au Texas, une réunion festive s'est transformée en une tragédie inimaginable. Aziz Yazdanpana, déguisé en Père Noël, est arrivé chez son épouse séparée avec un sac rempli non pas de cadeaux, mais d'une intention meurtrière. Ce qui a commencé comme une célébration familiale a rapidement sombré dans l'horreur, laissant tout le foyer silencieux et la communauté sous le choc. Lorsque les agents sont arrivés à l'appartement, ils ont été accueillis par un silence étrange après que leur coup ait donné lieu à aucune réponse. Lorsqu'ils ont forcé la porte, ils n'étaient pas préparés à la scène horrifiante qui les attendait. La vie d'Aziz Yazdanpana était en train de se désintégrer. Son mariage avec sa femme, Fatima Ramati, s'était effondré, et elle avait emménagé dans une nouvelle maison avec ses 2 enfants, Nona et Ali. Les problèmes financiers d'Aziz n'ont fait qu'ajouter à son amertume, et il a blâmé sa famille pour ses difficultés. Malgré leur séparation, la famille a essayé de maintenir une certaine civilité pour le bien des enfants, qui attendaient avec impatience de passer les fêtes ensemble. Le matin de Noël, Fatima a organisé une réunion de famille avec ses enfants, sa sœur et d'autres proches. L'ambiance était à la fête et la journée semblait pleine de promesses, jusqu'à ce qu'Aziz arrive sans invitation, vêtu d'un costume de Père Noël. Son apparition a d'abord été accueillie par des rires, car personne ne soupçonnait l'obscurité sous la façade. Mais quelques instants plus tard, les rires se sont tus. La police pense que la fusillade a été perpétrée par un membre de la famille déguisé en Père Noël. Les autorités affirment que le tireur est arrivé déguisé alors que les membres de la famille ouvraient des cadeaux. Alors que la famille échangeait des cadeaux, Aziz a sorti un pistolet de son sac de Père Noël. Sans avertissement, il a ouvert le feu, visant tout le monde dans la pièce. La panique et la confusion ont éclaté alors que les membres de la famille essayèrent de fuir, mais Aziz s'est assuré que personne ne s'échappe. 7 vies ont été brutalement prises, y compris celles de ses 2 enfants, de son épouse séparée et de ses proches. Après le massacre, Aziz a appelé le 911, déclarant calmement « Je tire sur des gens ». Quelques minutes plus tard, lorsque la police est arrivée, elle a découvert une scène déchirante. Aziz s'était retourné l'arme contre lui, mettant fin à ses jours et ne laissant aucun survivant pour raconter l'histoire. Horrible tragédie qui s'est déroulée juste à travers cette porte-fenêtre en verre et ce cadre de porte ici dans cet immeuble d'appartement à Grapevine que vous avez encore décrit comme une banlieue de Fort Worth et de Dallas ici dans le grand nord du Texas. Lorsque les agents sont arrivés à l'appartement, ils ont été accueillis avec un silence étrange après que leurs coups n'ont donné lieu à aucune réponse. Lorsqu'ils ont forcé la porte, ils n'étaient pas préparés à la scène horrifique qui les attendait. L'enquête de la police a révélé qu'Aziz avait méticuleusement planifié l'attaque. Le costume de Père Noël n'était pas seulement un déguisement, mais un symbole tordu des fêtes qu'il cherchait à ruiner pour sa famille. Ses actions étaient motivées par la jalousie, la rage et un désir de contrôler une dernière fois. Leurs corps ont été retrouvés dans ce qui était par ailleurs la preuve d'un matin de Noël normal, et il y avait des cadeaux de Noël qui avaient été déballés et du papier éparpillé dans la pièce. La police a également trouvé 2 pistolets sur le sol de l'appartement. Les forces de l'ordre et les leaders communautaires ont eu du mal à comprendre le massacre, le décrivant comme l'un des crimes les plus horribles qu'ils aient jamais rencontrés. Cette tragédie a servi de rappel glaçant sur la façon dont le ressentiment incontrôlé peut mener à des conséquences dévastatrices. Victime d'un massacre calculé et sans cœur, je suis dans ce département de police depuis 12 ans et c'est probablement la chose la plus tragique avec laquelle j'ai été impliqué. Et je pense que je peux parler en toute sécurité pour le reste du département de police.
Je ne pense pas que des membres du département de police aient rencontré quelque chose comme ça le jour de Noël. Nasrin elle-même avait exprimé des inquiétudes au sujet d'Aziz dans les mois précédant l'attaque. Elle a parlé avec la direction de son appartement, leur disant qu'elle le craignait. Le massacre a laissé la communauté de Grapevine brisée. Des veillées ont été organisées pour les victimes, et les voisins ont déposé des fleurs et des bougies devant la maison de la famille pour honorer leur mémoire. Les actions froides et calculées d'Aziz défièrent la compréhension, laissant beaucoup se demander comment quelqu'un pouvait commettre un acte aussi odieux contre ses propres proches. C'est un complexe d'appartements très soudé, très entassé. Nous avons parlé à plusieurs voisins qui se réveillent en ce jour après le matin de Noël. Ils nous demandent tous ce qui s'est passé. Ils parlent d'une tragédie, quelque chose comme ça. Bien qu'il n'y ait pas eu de procès en raison de la mort d'Aziz, les conséquences émotionnelles ont persisté. Les amis et la famille élargie ont pleuré non seulement la perte de cette vie vibrante, mais aussi l'innocence d'une fête censée apporter de la joie. L'image glaçante d'un tueur en costume de Père Noël hante encore ceux qui se souviennent de ce tragique matin de Noël. Ces crimes de Noël horrifiants montrent comment même la saison la plus joyeuse peut cacher une obscurité inimaginable. Mais il y a plus. Des histoires si choquantes qu'elles vous laisseront remettre en question tout. La prochaine vidéo à l'écran plonge dans des crimes inimaginables et des moments de tribunal qui défient l'explication. Ne manquez pas ça. Cliquez pour découvrir la vérité glaçante.